qui sont mauvais genre consacré à l'auteur du Voyage au bout de la nuit. Il nous en dira peut-être quelques mots d'ailleurs dans un instant. Après la musique de Don't Blame Mexico tout à l'heure, place à deux voix de femmes, Amel Benaïssa et Elsa Guénaud, qui ont pris place à côté de nous sur une petite table aménagée, qui ont créé avec le metteur en scène Mathis Bois une lecture, spectacle autour de Louis-Ferdinand Céline. C'est un projet qui a vu le jour, rappelons-le, grâce à la mairie de Dinard, qui avait proposé à cette compagnie baptisée À la Porte, mais je n'ai rien à voir avec elle, d'intervenir au cours des journées céliniennes en juillet 2010. À l'époque, la Pléiade venait de publier la correspondance de Céline, et ces jeunes gens se sont donc emparés de cette matière qui avait jamais été portée sur un plateau de théâtre. Il y a 2500 lettres à peu près de Céline. Elles en ont choisi une trentaine pour le spectacle. Et le vrai spectacle, lui, a aussi sa musique, puisqu'il y a du piano, des compositions originales qui sont mêlées aux lectures. Ici, pour Radio Libre, Amel Benaïssa et Elsa Guénaud ont choisi quelques-unes de ces lettres pour la dernière partie de cette émission. L'antenne est à elle. Par porteur, 14 juillet 1916. Louis-Ferdinand Céline a 22 ans. Il travaille au Cameroun pour une compagnie forestière. Chers parents, aujourd'hui 14 juillet, où suis-je ? Je ne le sais pas au juste moi-même. Je sais qu'il y a 2 ans, j'étais à Longchamp, au milieu de tant d'autres qui ne sont plus. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses tristes. Je suis moi-même peu gaie aujourd'hui. Pourquoi ? Est-ce la fièvre ? Est-ce le passé ? Est-ce les deux ? Il y a bientôt 8 jours que je marche ainsi devant moi, sous la grande forêt. Je n'ai encore rencontré personne, et si les cartes sont justes, je ne rencontrerai personne avant 15 jours. Il est ainsi des instants gris où, pour une raison ou une autre, tout l'être se détend. Une sensation intime de dégoût vous envahit la gorge. L'odeur de fumier humide qui se dégage du sol devient insupportable. Les nègres plus noirs encore. Les gestes deviennent las. 1000 réflexions décourageantes affluent à l'esprit. C'est, si vous n'y prenez garde, l'avachissement général et naturellement la fièvre. Le soir surtout, lorsque, sous la grande voûte des branches, j'ai fait mon campement, que tous mes porteurs dorment, que je fais cuire mon morceau de singe journalier sur un petit feu récalcitrant de bois humide, que pour une raison ou une autre, je suis morose, une sorte de pudeur craintive m'envahit. J'ai peur de la grande caverne que forment les arbres. Je cherche en vain les étoiles. Les 1000 cris d'animaux que l'écho grossit encore me semblent protester contre ma présence. Et je vous confesse que dans ces moments-là, j'évite de heurter avec mon unique cuillère les parois de mon unique casserole, de peur de faire du bruit. Alors je me laisse aller tout doucement à des réflexions mélancoliques sur mon état vagabond. Mais j'évoque aussitôt le plat tableau du confort européen, de la vie mièvre, ordonnée, mesurée, pesée, compassée, commentée des gens de là-bas, tracassiers, prétentieux, mesquins, et mon ennui disparaît. Je me sens libérée de l'angoisse, protégée de tout cela par ma grande solitude. Et si quelqu'un pouvait m'observer, il me verrait redoubler d'attention envers mon petit feu humide et récalcitrant qui cuit péniblement un morceau de singe coriace dans mon unique casserole. Votre fils affectueusement, Louis. À John Marks. 11 ans plus tard, Céline, devenue écrivain, raconte une de ses péripéties à son traducteur anglais. Jersey, le 18 mai 1937. Mon vieux, il m'est arrivé ici même une bien drôle d'aventure. Arrivant de Saint-Malo, Scotland Yard m'a trouvé si suspect que je fus pratiquement arrêté, traité avec la plus grande insolence. « You lie, sir !» littéralement insulté pendant 1 heure. Mon passeport retenu par la police pendant 4 jours. Cet imbécile ne voulait pas croire que je n'avais que des intentions pacifiques. Un imbécile de Scotland Yard de Londres, spécialement envoyé pour les circonstances. Il prétendait, tout gratuitement, que je venais à Jersey rejoindre des complices d'un complot pour tuer le roi. Enfin, du délirant grotesque, de l'odieux.
Le consul, heureusement, est venu m'identifier, certifier mes parfaites intentions. Tout de même, ce fou de police ne voulait pas lâcher sa proie. Pour toutes sortes de raisons, il me garda sous surveillance pratiquement bouclé à l'hôtel. Il a fallu toute l'intervention du consul, et fort violente, je vous assure, pour que cette farce se termine. Ce matin seulement, on m'a rendu mon passeport, avec les excuses du lieutenant-gouverneur. La coronation rend l'Angleterre hystérique. Que dirait le Foreign Office si l'un de ces magnifiques écrivains était traité de la sorte à Boulogne ou à Saint-Malo? Vous me ferez plaisir en répétant ce petit écho dans l'oreille des journalistes. Je n'ai jamais aimé Scotland Yard. Je n'ai jamais aimé les bourriques et, si je peux les emmerder, je n'y manque jamais. En rentrant, j'irai sans tarder exposer mes doléances à l'ambassade et chez Comer à la presse des affaires étrangères. Ce détective était encore plus stupide que Cook, beaucoup moins bien élevé, tout à fait insolent. Il m'a gâché mes vacances, à vous bien affectueusement, LFC. À Silly-en-Bord. Céline écrit en 1933. Printemps 1933. Oui, à une amie réfugiée en Autriche. Chère Silly, je me demande si vous êtes en sécurité à Vienne, si l'hitlérisme ne va pas envahir aussi l'Autriche. Quelle folie secoue encore le monde. Je savais bien que votre amie Annie Engel surestimait les forces du communisme en Allemagne. Voyez ce qu'il en reste? Rien. Demain, l'Europe entière sera fasciste et pour longtemps. LF Céline ira en prison aussi. Je voudrais bien aller vous voir. Que devenez-vous, Ein, zwei? Chère Silly, je me souviens très précisément de nos promenades. Tout cela est tout près et déjà quand même si loin. Voici le printemps. Gutenberg va faire des vers. Miss Swain va savoir enfin l'allemand et Semmering se couvrir de fleurs. Tout ira bien, sauf Hitler. Que faites-vous cet été? Venez-vous à Paris en automne? Elisabeth repart en Californie en décembre. Ses affaires vont très mal là-bas. Le voyage était en train de se traduire en Allemagne, mais à présent, on ne sait plus. Mes amitiés à tous. Écrivez-moi bientôt et affectueusement. Louis. À André Billy, 22 octobre 1947. Réfugié au Danemark. Mais non. Réfugié au Danemark, poursuivi pour trahison, il écrit à un critique littéraire. Mais non, satané damné vieux con! Ce n'est pas de grossièreté qu'il s'agit, mais de transposition du langage parlé en écrit. À vous dire merde, ce n'est rien. Vous bottez le cul, pas grand-chose. Mais faire passer tout ceci en écrit, voilà l'astuce, l'impressionnisme. Oh, que vous êtes loin du problème. Allez, signez des listes noires, des proscriptions, mouchardez, fliquez, bourriquez, vous n'êtes bon qu'à ça. LF Céline. À Albert Paraz. Toujours en exil à Glasgow, il réalise un diagnostic à distance à son ami écrivain. Glasgow, le 9 novembre 1949. Tu vois, mon vieux, il y a un petit truc significatif et que vous ne remarquez pas. Mais vous êtes mauvais clinicien. Ce sont les petits signes qui comptent en clinique. Il n'y a, pour ainsi dire, plus aucun danseur ou danseuse français au Théâtre National de l'Opéra de Paris. Tous russes. Ah, c'est pas méchant, c'est normal. C'est le Théâtre National français de l'Opéra des Russes de Paris. Demain, l'armée russe peut arriver, occuper Paris. Il n'y aura pas un Français ou une Française à chasser de l'opéra. Elle peut rattacher automatiquement l'opéra français à l'opéra de Moscou. Pas un Russe de plus ni de moins. Tout est en place. On n'y parle que russe. Voilà ce qui s'appelle bien jouer. Bravo! Con, cocu, imbécile, jobard. C'est moi que l'on traque, né à Courbevoie, que l'on veut pendre, médaille militaire, mutilé 75%. Arrivez-vous de Kiev, d'Arabidjan, de Novrotopolsk à la bonne heure, la France est à vous. Ton vieux LFC. À Maribel. Après une dispute avec l'actrice de la Comédie Française, il lui adresse
le 7 janvier 1950. Eh bien, ma belle, tu es joliment méchante et vilainement rancuneuse. Tu as eu sans doute raison dans tes conseils et présages. Certes, dans quel drap pas beau, atroce me suis-je ensevelie, momie positivement et dont tout le monde se fout. Mais est-ce une raison? Je crains votre silence. Sociétaire, t'es plus pote alors? Je t'écœure? Oh, je ne te demande rien, tu le sais, tu me connais. Un petit bonjour, c'est tout. Et pour toi, une bonne vache magnifique année. Tout de même, t'es méchante. Je m'en doutais. LF Céline. À Gaston Gallimard. 6 jours avant son décès, la dernière lettre connue de Céline est envoyée à son éditeur. 30 juin 1961. Mon cher éditeur et ami, je crois qu'il va être temps de nous lier par un autre contrat pour mon prochain roman, Rigaudon. Dans les termes du précédent, sauf la somme. 1500 nouveaux francs au lieu de 1000. Sinon, je loue moi aussi un tracteur et vais défoncer la Nouvelle Revue Française et par saboter tous les bachots. Qu'on se le dise! Bien amicalement vôtre. Des touches. Merci. Merci à vous, Ahmed Benaïssa et Elsa Guénaud, pour cette lecture de quelques-unes des lettres de Louis-Ferdinand Céline qui font partie de votre spectacle LFC, spectacle de la compagnie à la porte créé avec le metteur en scène Mathis Bois. Voilà pour nous remettre dans le bain célinien. François Angelier, sur lequel France Culture a choisi de braquer ses projecteurs. Toute cette semaine, il y a eu des à voix nues recomposées à partir d'archives nombreuses de Louis-Ferdinand Céline. Et rares. Ce soir à 20h, les fictions nous proposent des pages arrachées au voyage au bout de la nuit, lu par Michel Piccoli. À minuit, chanson boom. Hélène Azera s'intéressera à Céline et la chanson populaire de la Belle Époque. Avant cela, dans 2 heures à peu près, ici même, Théâtre de la Ville, mauvais genre. Alors, Céline, forcément mauvais genre, François Angelier, mais vous l'abordez comment cette question-là? Justement, la question qu'on s'est posée, c'est il a tellement mauvais genre, il a tellement voulu avoir mauvais genre, comment va-t-on faire pour essayer de construire quelque chose d'un peu nouveau? Donc on a pris les choses à l'envers et on va essayer de voir qui sont les purs chez Céline. Quels sont ceux qui peuvent avoir la grâce, quels sont ceux qui peuvent créer, je dirais, des trouées dans le ciel ou des clairières dans cette catastrophe généralisée qui est l'humanité et son histoire. Donc, quels sont les purs céliniens? Réponse ce soir à 19h en compagnie du grand célinien Émile Bramy, libraire, érudit, éditeur, romancier et célinien de toujours. Qui a notamment fait l'édition d'un DVD chez Montparnasse. Oui, tout à fait. Céline Vivant, 2 DVD exceptionnels où il y a tous les documents télévisés que l'on peut avoir de Céline et c'est extraordinaire. Ça, il faut absolument connaître ces DVD. Le face-à-face entre Céline et la caméra dans les dernières années de sa vie a quelque chose d'une part d'extrêmement émouvant, de bouleversant, mais par moments de parfaitement effrayant. Ça, il faut vraiment connaître ces DVD. Bon, la suite à 19h dans Merci. Mauvais genre. On n'aura pas de commentaire ici de Jonathan Leciter, sur Céline. Un mot. Juste pour dire que quand je suis arrivé il y a quelques semaines du Brésil pour la sortie des Sex Comedy, j'ai commencé à lire le faux débat. Est-ce qu'on devrait ou devrait pas lire Céline aujourd'hui? Je trouve ça va de pair avec les gens en Belgique qui veulent qu'on arrête de lire, en fait, qu'on censure complètement Tintin au Congo. Aux États-Unis, des romanciers qui disent il faut arrêter de lire les aventures de Huckleberry Finn avant qu'on ait 30 ans. C'est de la censure, c'est les gens qui abdiquent l'idée qu'on est là pour discuter librement. Je trouve ça scandaleux. Lisons, alors Tu verras de Nicolas Fargue aux éditions POL. Nicolas Fargue qui rencontrera certains de ses lecteurs dans des librairies le 9 mars à Rouen, le 11 à la librairie Les Cahiers de Colette à Paris, le 31 mars à Lille notamment. Jonathan Leciter, donc 23 février, rendez-vous pour Rio Sex Comedy dans toutes les bonnes salles avec notamment Irène Jacob. Merci beaucoup à tous trois d'avoir été présents cet après-midi avec nous. Irène Jacob qui
continue à tourner au théâtre avec Je l'aimais, quelques dates. Cesson-Sévigné le 23 février, Saint-Malo le 15 mars et Roubaix le 22 mars, le spectacle d'après Anna Gavalda. Puis l'album de Please Don't Blame Mexico, lui, s'intitule Concorde. Il sort sur le label Sauvage Records. On remercie évidemment Bernard Legac, Benjamin Perru qui était à la technique, Fleur Ave, Fanny Jaffray, Lionel Quentin qui prépare cette émission avec moi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, un nouveau numéro de Radio Libre en direct au Théâtre de la Ville à 15h30 avec la rédactrice Delphine Glaise et le comédien Vincent Lindon pour le film La Permission de minuit, avec le comédien Denis Lavant qui sera à l'affiche de Timon d'Athènes de Shakespeare à la Maison des Métallos, et puis en session live de Serge Gainsbourg Experience et sans doute, je crois, Alistair. Dans quelques instants, sur France Culture, Joseph Massescaron et son équipe pour Jeux d'épreuve. France Culture présente Haute Culture, General Idea, une rétrospective 1969-1994. Avec près de 300 œuvres, l'exposition explore le travail subversif du collectif canadien General Idea, adepte de l'autodérision et de la parodie. Haute Culture, General Idea, du 11 février au 30 avril au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Un événement France Culture.